jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà, retour plateau, c'est la folie ici. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a une électricité, en tout cas une électricité positive qui habite ce studio et ça nous permet d'être très positif par rapport à un sujet que nous avons commencé à aborder dès 8h30, 8h45 exactement, la parité et la RSE. À ma gauche, Dominique Podesta de l'International Women's Forum. Bonjour Dominique. Bonjour. Cornelia Thiem de DRH d'Ariane Group, elle est avec nous. Bienvenue. Bonjour, enchanté. Je mets mes lunettes parce que je lis évidemment mes fiches tout en vous regardant. Émilie Lepareur, donc de Dassault Systèmes et qui nous a rejoint, elle est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Ben oui, bien sûr. Arnaud, évidemment. Arnaud, pardonnez-moi hein, parce qu'on me parle dans l'oreillette en fait, je dois vous avouer. Arnaud, vous êtes là ? On va parler avec vous de la réglementation européenne CSRD et Laurence Pons, directrice du développement RH, Banque Populaire, Rive de Paris. Voilà, tout le monde est bien là. Merci beaucoup. La RSE, alors je rappelle, je profite, je fais un peu de promo pour le magazine qui vient de sortir de l'hémicycle sur ce thème de la RSE. Évidemment, la RSE, comment elle se met en place, au-delà du greenwashing, bien entendu, au-delà des déclarations d'intention, et surtout comment elle se met en place avec la réglementation européenne qui impose depuis le 1er janvier 2024 d'être au cordeau sur un certain nombre de critères qui vont de la biodiversité à la parité, en passant par l'inclusion. Bien entendu, ce sont des critères extrêmement variés. Avec Arnaud Donnan, nous allons parler de ce sujet. Alors avec BDO, l'entreprise que vous dirigez, évidemment, c'est un sujet clé avec vos interlocuteurs entreprises, puisque elle doit se mettre au carré vis-à-vis de ces données extra-financières qui doivent être mises en place. Un mot sur cette réglementation et qu'est-ce que ça veut dire pour le sujet de la RSE dans les entreprises? Alors, la CSRD, souvent on dit, c'est un peu une révolution pour les entreprises. Le sujet n'est pas sans évoquer beaucoup de choses pour les grands groupes qui devaient déjà reporter un certain nombre de choses depuis déjà bien longtemps. Là où la CSRD est une révolution, c'est qu'elle vient impacter beaucoup plus d'entreprises, toutes les entreprises de plus de 250 salariés à terme, avec un reporting extra-financier qui va être harmonisé, avec des points de données à reporter qui vont être beaucoup plus clair, beaucoup plus volumineux et donc une transparence accrue avec un objectif de comparabilité des entreprises sur ces sujets. Donc là où la RSE était, et c'est d'ailleurs un des combats qu'on a mené avec BDO, de plus faire de la RSE simplement un département à côté de la stratégie, voire pire au niveau des services de communication, mais d'intégrer la RSE dans la stratégie des entreprises et venir aligner la performance à la fois financière et extra-financière. Et donc ce que l'on pense, et je crois que c'est l'objectif notamment des pouvoirs publics dans le cadre de la mise en œuvre de la CSRD, c'est d'aller aligner et de pouvoir lire la performance d'une entreprise à un niveau équivalent entre sa performance financière et sa performance extra-financière. Alors, vous me disiez dans l'entretien que vous nous avez accordé, c'est que ça va, pas d'angoisse, il faut se mettre au carré. On a 1 an pour s'y mettre, mais pour autant, il faut définir une trajectoire très rapidement. Oui, je pense que ça suscite énormément de craintes des dirigeants d'entreprise qui n'étaient pas concernés par la déclaration de performance extra-financière. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est de prendre une approche assez pragmatique. Je pense qu'on peut y aller effectivement progressivement. C'est clair qu'il faut s'y mettre. Il y a des attentes qui seront très fortes des investisseurs, de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc souvent ce qu'on dit, c'est que c'est un peu une license to operate, la CSRD. C'est si vous voulez continuer à rester dans le marché, continuer de pouvoir recruter, continuer de pouvoir vous financer, pas uniquement sur les marchés, mais simplement auprès de vos banquiers. On voit de plus en plus d'établissements financiers qui mettent des conditions de performance extra-financière dans les prêts qu'ils octroient. Donc c'est une nécessité. Par contre, voilà, je pense que c'est une démarche où les entreprises peuvent aller progressivement. L'important, c'est de s'y mettre maintenant, d'analyser les textes, d'analyser l'impact sur son entreprise et voir comment se mettre en conformité. Puis c'est une façon de rappeler que de toute façon, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la RSE, l'environnement, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux sont tels que de toute façon, il faudra s'y mettre. Oui, je suis d'accord. On va parler des jeunes générations. Je pense qu'il y a une pression qui est globale sur le sujet de la performance extra-financière des entreprises. Donc, je dirais qu'on soit convaincu en tant que citoyen
de la nécessité d'appliquer des modèles durables ou pas, si on souhaite toujours continuer à opérer, continuer d'exister demain, la performance extra-financière doit être aussi importante que, historiquement, quand on regardait son cash ou son EBITDA. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne trajectoire, mesdames, dans vos institutions respectives, bien entendu? Moi, si je peux peut-être commencer, effectivement, pour Banque Populaire Rive de Paris, le S, donc l'engagement en matière de responsabilité sociétale, c'est quand même l'ADN de notre banque. Pourquoi? Parce qu'on est une banque qui a été créée il y a 100 ans par des artisans, par des commerçants, pour pouvoir justement se financer et financer l'économie. Donc c'est quand même la première vocation de pouvoir permettre aux entreprises de se financer. Et ça fait partie de notre engagement au quotidien. Mais aujourd'hui, évidemment, on va beaucoup plus loin que ça. Et pour le coup, on a pris quand même un certain nombre d'engagements, notamment en termes d'engagement citoyen et notre contribution à la société. Et donc, Banque Populaire Rive de Paris a une fondation qui va financer un certain nombre d'associations sur des piliers, notamment les associations qui agissent en matière de transition énergétique. Et puis, on a aussi le mécénat de compétences pour permettre à nos collaborateurs de pouvoir contribuer eux-mêmes et de donner 3 jours de leur temps à des associations. Le S est important. Juste le S est important. Le S est important. Exactement. Arnaud, vous me disiez, il y a 1200 critères, hein, c'est ça, dans la loi? Un peu plus de 1000. Mais... Ouais, bon, ça fait beaucoup. Ouais, mais ça stresse. Non, mais il faut le préciser, je pense que c'est important pour les entreprises qui regardent. Effectivement, voulez, 1000 points de données dans les textes. Après, il faut que chaque entreprise regarde ce qui est matériel, analyse de double matériel, pour voir qu'est-ce qui est réellement impactant pour l'entreprise et ses parties prenantes. C'était ma question. Chacun choisit son combat. Enfin, on peut choisir. On peut choisir son combat. Nous, c'est vrai que notre première position était plutôt sur l'engagement sociétal, mais aujourd'hui, évidemment, il y a aussi l'engagement en matière de transition énergétique et le E. Ouais, avec, nous, on peut agir avec un double impact, à la fois pour réduire l'empreinte carbone de la banque par un certain nombre d'actions, mais aussi, nous, pour aider nos clients en matière de transition énergétique avec des produits qu'on va leur proposer, notamment sur de l'investissement socialement responsable, par exemple. Ça aussi, il faudra évidemment orienter les investissements, puisque vous avez un rôle. Hein. Exactement. L'argent, c'est le sang du capitalisme et de l'économie, donc évidemment... Alors, vous, dans votre activité, vous envoyez des gros modules dans l'espace. Donc, évidemment, vous avez le recrutement, le social, mais aussi l'environnement, l'impact. C'est aussi important. Alors, comment on arbitre avec tous ces sujets dans une grande entreprise comme Ariane? Déjà, pour Ariane Group, on a déjà le grand avantage de contribuer à la souveraineté et l'autonomie de la France et de l'Europe. Donc déjà, ça en termes d'impact sociétal, c'est un beau défi. Nous en sommes très reconnaissants d'ailleurs. Et nous sommes très fiers. D'ailleurs, pardon pour ma voix. On vous comprend parfaitement. Bon, ça va. Donc ça déjà, bien sûr, ça c'est le cadre. Et d'ailleurs, c'est le cadre aussi, quand on parle des jeunes générations, c'est quelque chose aussi qui fait vibrer et qui donne du sens. Parce qu'aujourd'hui... les jeunes générations, c'est la quête du sens, du pourquoi. Ouais, donc ça aide. Ils sont exigeants d'ailleurs, hein, ils vous demandent des comptes sur ces sujets-là. Voilà, et donc notamment sur l'aspect environnement, donc du coup il faut aussi prouver, donc en fait on est sur les 3 axes, mais typiquement c'est la partie environnement où... Visible, visible, où là à la fois avec nos produits et avec les contributions de ce qu'on fait, mais aussi en termes d'infrastructures sur nos sites, où on essaie de contribuer et de montrer qu'on fait du progrès. Typiquement, si je commence par ça, on utilise de plus en plus des panneaux solaires, par exemple. C'est quelque chose de visible qui vraiment montre... qui fait sens, oui. Qui fait sens et qui montre aux employés qu'on y contribue. On est pas mal sur les technologies aussi différentes, justement, pour une contribution à l'environnement, les nouveaux procédés, les nouvelles technologies. Donc on essaie vraiment d'agir un peu... Quand je préparais la table ronde avec vos collaborateurs, c'est vrai qu'on me disait, mais au fond, le GIEC, il s'appuie sur les données que vous envoyez, que les satellites que vous envoyez récupèrent. 70% des statistiques proposées par le GIEC et toutes les analyses sont grasses. Donc évidemment, c'est plus qu'indispensable. C'est pour ça que je dis, on agit sur tous les axes. Donc effectivement, quand je parlais de la contribution que nous avons pour la société,
le fait qu'on met à disposition donc effectivement des moyens contrôlés quand même par l'Europe, ça c'est une contribution importante. Encore une fois, quand je parle des nouvelles générations, c'est une partie, mais non négligeable. Non négligeable. Ouais. En tout cas, ils attendent. Bah oui, on va en parler chez Dassault Systèmes. J'imagine que les jeunes ingénieurs, ils exigent aussi. Alors, bon, Dassault Systèmes, c'est un des leaders mondiaux des solutions logicielles, de tout ce qui est dans le numérique et le digital. Et évidemment, et d'ailleurs, la solution passera par la technologie et le digital. Exactement. Nous, chez Dassault Systèmes, on fournit des univers collaboratifs Ouais, et virtuels à nos clients pour qu'ils puissent transformer et qu'ils puissent concevoir des solutions durables. Donc nous, vraiment, chez Dassault Systèmes, on a la chance de pouvoir construire un futur durable par la raison d'être de notre entreprise. On s'est doté d'une raison d'être en 2012 qui est d'harmoniser la nature, les produits et la vie. Et ça, c'est vraiment un facteur d'attractivité pour les nouvelles générations. Quand on parle de quête de sens, alors peut-être qu'effectivement, on va rechercher de plus en plus de sens pour les nouvelles générations, mais je pense que la question du sens, elle a toujours existé, le sens de ce que je recherche dans la vie, quel équilibre de vie je souhaite avoir, quel engagement je souhaite apporter. Donc effectivement, nous, nos ingénieurs, ils ont la possibilité de contribuer dans les challenges les plus importants de demain, que ça soit sur des challenges de l'aviation décarbonée, l'automobile électrique, la santé, les villes durables, le réchauffement climatique. Voilà. Donc, et ça influe évidemment l'entreprise, ça influe l'ADN de l'entreprise. Mais complètement. Ouais. Et donc nous, chez Dassault Systèmes, on a des hommes et des femmes, on n'a pas d'usine. Donc, on parle à parité, bien sûr, dans vos entreprises. Alors ça, c'est vrai que nous, pour le sujet de la parité, c'est un vrai un challenge pour les entreprises de la tech. Exactement. Comment vous faites d'ailleurs, justement? Alors, nous, donc la parité, alors nous déjà, la parité, si je reprends quelques chiffres, dans les filières techniques et scientifiques, aujourd'hui en Europe, c'est 22% de femmes. C'est pas assez. C'est pas assez parce que, surtout dans un milieu où on a un manque de talent, on a une pénurie. Aujourd'hui en Europe, on va rechercher entre 1,5 million et 4 millions de personnes dans le domaine de la tech. Donc il faudrait doubler. Sachant que la démographie n'est pas du tout favorable, il faut le savoir. Il va y avoir de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes. Donc il faudrait vraiment doubler le nombre de femmes pour pouvoir combler ce gap. Donc nous, chez Dassault Systèmes, on va travailler en interne. Alors déjà, nous, on va recevoir à peu près 30% de candidatures féminines. On va se focaliser, on va avoir une attention particulière au moment de l'embauche. Et aujourd'hui, nous, on embauche 35% de femmes. Donc déjà, c'est plutôt ce qui est déjà plus que la moyenne. Plus que la moyenne, exactement. Alors, on a 29% de femmes chez Dassault Systèmes. On est pas mal, mais on n'est pas les meilleurs. Alors, si Lucie était là, vous direz, à la gouvernance, que ça représente quoi au sommet de l'entreprise? Parce que c'est vrai que c'est aussi... Alors, au sommet, c'est 40%. Nous, au comité exécutif, 38,5% précisément, on ne sait pas couper les femmes. Oui. Donc, nous, on a vraiment un engagement de notre CEO et puis de toute l'équipe de direction. Donc effectivement, on va essayer d'attirer les femmes, mais il nous faut le pipe. Il nous faut le pipe. Et c'est un vrai sujet de pouvoir public, d'éducation nationale, pour pouvoir inciter les jeunes filles à s'orienter vers des filières techniques et scientifiques. On y reviendra avec vous. Dominique, vous représentez l'IWF. Je peux vous raconter une anecdote, une petite. J'écoutais Julia de Funès, vous savez, la philosophe qui est très branchée développement RH, et qui racontait cette petite anecdote sur les réseaux sociaux, vous la retrouverez, qui racontait qu'un chef d'entreprise lui disait, racontait un collaborateur qui était là depuis 25 ans et qui faisait de son métier une finalité, un marqueur social très important. Et à côté, il y avait un jeune qui avait 25 ans qui lui a dit moi je bosse à fond pendant 2 ans et après je fais le tour du monde avec ma copine et je vous lâche. Et il disait au fond celui qui m'a apporté le plus c'est celui qui a travaillé 2 ans à fond. Voilà, je ne sais pas quel intérêt cela a, mais en tout cas, quand on parle de quête de sens, voilà, ça éclaire un peu. Alors, vous m'avez dit, les nouvelles générations, je peux en parler toute l'émission. Vous avez 3 minutes. D'accord. Je peux vous raconter une anecdote? Oui. Bon. Quand j'étais DRH pendant 30 ans et maintenant je fais du management de transition, je disais toujours aux dirigeants et aux cadres supérieurs, souvent des hommes, dans les revues du personnel, souvenez-vous quand vous aviez 30 ans. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes brillant. Donc vous avez eu 30 ans, il y a bien quelqu'un qui vous a donné la chance de prendre un job. Et donc ce qui est intéressant dans la RSE aujourd'hui qu'on traite et la parité, moi il y a la CSRD, il y a tous ces sujets qui sont des sujets financiers, mais au fond c'est quoi? C'est un sujet de gouvernance. On a fait, dans le cadre de Louis Dupont, une table ronde début juin, parce qu'on a sorti un guide sur la promotion des femmes à l'ère de la loi Rixin. Je me suis adressée aux hommes en leur disant, en fait, un des sujets, c'est oser.
Mais oser pour son EBITDA, en fait, le sujet, on n'en parle pas beaucoup quand même, mais c'est quand même le sujet de la performance économique. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme ou une femme est capable de donner à une autre femme, hein, qui l'exprime, un poste où elle va mettre en danger l'EBITDA, a priori. Donc il y a un sujet des peurs et de la performance économique. Donc c'est un sujet de gouvernance. Et puis il y a le sujet également des générations. Alors, moi je ne l'aborde pas sous l'angle de l'âge. D'abord parce que je n'ai pas d'âge. Bah non, moi. bien sûr, Ça fait très longtemps que j'ai 40 ans et je vais rester à cet moi, âge. je me suis arrêté à 12, personnellement. Moi, j'aime bien 40 ans, parce qu'on est quand même dans la liberté de sa décision. J'observe des femmes très brillantes qui ont 38 ans à peu près, qui ont moins de 40 ans. Et en fait, il y a 10 ans, quand a démarré le sujet de la RSE, parce qu'il y avait les goals de l'ONU, en fait. Le sujet des femmes, moi j'en entends parler depuis quand même plus d'une dizaine d'années. On n'avance pas assez vite. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on a fait le grand pas qui est le plus facile à faire et il reste le dernier kilomètre, comme on dit dans les transports. Et ce dernier kilomètre, on a du mal à le faire, donc on est dans un vrai sujet d'accélération. Et le sujet n'est pas le sujet des âges. Pour moi, c'est le sujet d'être en 2024. Et se projeter en 2030. Donc on est 50 ans, 30 ou 60. Et alors quand on croise deux sujets qui sont les femmes et les seniors, vous voyez bien que là on est doublés, nous. Eh bien le sujet, c'est un sujet d'être dans sa génération, d'être en 2024. Et aujourd'hui on n'a plus le temps en fait. Hein. Il reste la loi RIC1, c'est 4 ans. CSRD, c'est 1 an et demi. L'ONU, c'est 2030. Donc il y a à peine 5 ans pour tout faire, à peine 5 ans pour faire monter des escalators aux femmes. Et un des sujets, c'est de repenser aussi la relation au travail. Nous, on le voit en management de transition, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner les entreprises pour deux sujets majeurs qui sont le mentorat et le networking. On l'a vu dans notre guide. La question d'une femme ou d'un homme, c'est à quel moment, si je dois monter un escalator et pas un escalier, je suis accompagnée dans cette montée parce que je n'ai pas tous les codes, parce que je ne sais pas le faire, je vais probablement me tromper un peu et c'est OK avec ça. Donc, le SG, pour moi, c'est gouvernance et la génération, c'est nous tous, en fait, et nous toutes. ESG, environnement, social. Oui, enfin, c'est la version anglaise de la RSE. Voilà. Excusez-moi, je voulais faire un petit tuto acronyme parce que cette journée, visiblement, est sous le... Arnaud, on parlait parité. Vous êtes le seul homme du plateau, hein, vous avez remarqué. Dans le public aussi. Et dans le public. Et oui, mais non, mais moi je m'exclus parce que je suis un porte-voix. Arnaud, le sujet de la parité, alors j'ai voulu donner une big picture avec la CSRD et puis la RSE en général. Pour autant, la parité, c'est un élément lié à l'inclusion, la diversité, la promotion sociale, évidemment. C'est un élément dans vos métiers que vous poussez aussi particulièrement. Vous n'êtes pas particulièrement engagé avec nous depuis longtemps sur ces assises d'ailleurs. Oui, effectivement, je pense qu'on le disait, je crois que nous on est partenaires depuis le premier jour de ces assises parce que on a un sujet dans notre profession. Alors moi en plus, je ne peux pas me cacher derrière une excuse de dire on n'arrive pas à les recruter. Parce que nous, on a 60% de femmes dans le groupe. Par contre, on n'a plus que 30% d'associés femmes. Donc, c'est globalement les chiffres de la profession. Donc, on voit bien qu'on a un problème au niveau de l'évolution, de la prise de responsabilité et donc de l'inclusion dans les partnerships de nos professions, que ce soit les professions du chiffre, du droit ou du conseil plus globalement. Donc, c'est un véritable sujet. Nous, ça fait 3 ans qu'on a posé le problème. Déjà, c'était une première étape d'arriver à admettre qu'on avait un véritable sujet, qu'on allait le traiter, que ça allait être un KPI, qu'on allait suivre. Je pense que mais vous êtes allé plus loin, hein, la performance des managers, elle est évaluée à l'aune de ça. C'est ça. À l'aune de ça, on est allé surtout plus loin, c'est de se dire, plutôt que d'y aller par étapes, on va changer le haut aussi. Et donc, en renouvellement de mon mandat et au renouvellement de la gouvernance, on a revu complètement les positions. Et donc, aujourd'hui, on a une parité parfaite entre nos 3 organes de gouvernance. Donc déjà, c'était d'envoyer un signal que le sujet avait été pris au bon niveau et que c'était un enjeu pour le groupe. Et encore une fois, je le dis, on en est très fiers. Je pense qu'on est le premier de notre secteur à avoir une gouvernance 100% paritaire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec un index de très haut niveau, si j'ai bonne mémoire. Oui, 97%. C'est bien. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va à l'étape d'après, qui est comment est-ce qu'on accompagne davantage et comment est-ce qu'on passe de 30% d'associés à 50%. Et ça, on ne va pas le régler en 1 an, on ne va pas le régler en 2 ans. Ça passe par notre vivier, ça passe par comment est-ce qu'on accompagne nos managers,
à évoluer. C'est vraiment une transformation profonde, je dirais. Je pense que vous aviez une question après sur les écosystèmes, donc je vais y répondre avant que vous la posiez. Mais allez-y, vous avez tous les droits. Je pense que c'est un sujet qu'une entreprise seule ne peut pas régler globalement, et je pense que c'est la raison pour laquelle on est tous réunis dans ces assises. Moi, je peux faire les meilleurs efforts du monde dans l'entreprise s'il n'y a pas un changement de mentalité global dans les écoles, dans les entreprises, dans les instituts de formation. On n'y arrivera pas. Donc, voilà. Together we strong. On est plus fort ensemble. Chez Banque Populaire, alors c'est un sujet aussi. Alors, on a pas mal accusé les banquiers de financer, vous l'avez dit tout à l'heure, les projets plutôt masculins. Il faut accompagner, évidemment, c'est un métier aussi du chiffre, vous l'avez dit aussi. Donc là aussi, il y a peut-être un pas de côté à faire. Peut-être un pas de côté. Après, en termes de parité au niveau de nos collaborateurs, pour le coup, on n'a pas de difficulté parce qu'on est sur des métiers qui attirent autant les hommes que les femmes. Et du coup, on est à 50%. Et même dans nos populations cadres, 56% de femmes. Donc voilà, notre gouvernance est également paritaire. Est-ce que c'est une bascule qui s'est faite ou c'est quelque chose qui était... Non, c'est quelque chose on n'a pas été obligé d'avoir des actions très fortes en la matière. Voilà, puisque effectivement, ce sont des métiers qui sont... autant naturellement, voilà, qui attire autant les hommes que les femmes. Et effectivement, notre présidente du conseil d'administration est d'ailleurs une femme. Enfin voilà, en termes de gouvernance, il n'y a pas d'enjeu particulier. Est-ce qu'il faut impulser des choses? Il faut maintenir une pression On maintient, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait plutôt une tendance naturelle à revenir vers un État... Alors, disons qu'on reste tout le temps vigilant et on est notamment très attentif au sujet de la rémunération et des écarts de rémunération. Parce que vous pouvez avoir une parité, mais il y a toujours l'enjeu des écarts de rémunération où là, tous les ans, on va faire un audit et une commission de potentiel rattrapage si jamais il y a des écarts de rémunération qui peuvent se manifester. Et c'est vrai que c'est un enjeu sur lequel on reste tout le temps attentif. Je pense qu'il ne faut pas lâcher sur ce sujet-là. Et est-ce que c'est un asset pour une entreprise d'être à égalité homme-femme? Est-ce que c'est un atout quand vous recrutez? Vous parliez de la pression des jeunes générations et des attentes qu'elles peuvent avoir. C'est effectivement un élément sur lequel elles vont être particulièrement attentives et de regarder aussi comment les femmes peuvent évoluer dans l'entreprise et prendre l'escalator, comme vous le disiez, pour pouvoir monter les échelons. Mais je dirais qu'il n'y a pas que le sujet des femmes, il y a aussi le sujet de la parentalité qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Et on voit que les candidats, les collaborateurs sont très très attentifs à ce sujet-là, de savoir comment on fait pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de concilier la vie professionnelle et d'ailleurs, c'est un vie sujet qu'on personnelle. aborde volontiers, c'est-à-dire qu'avant, on n'osait pas trop aborder ces sujets. Maintenant, on vous l'a dit, vous avez prévu quoi dans le package? Ah oui, clairement, les candidats nous posent souvent la question de savoir comment on peut, quels sont les avantages en matière de parentalité. Voilà, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et ça, nous, RH, on a un vrai devoir de pédagogie vis-à-vis de nos managers qui parfois vont nous dire après un entretien: oui, tu te rends compte, il m'a demandé s'il y avait du télétravail, combien il y avait de jours de RTT. On leur dit, oui, mais c'est normal en fait. C'est normal. Il faut qu'ils aient tous les éléments pour faire leur choix, pour nous rejoindre. Et ça, on a encore un accompagnement parfois pour faire changer les mentalités sur ce sujet. Et après, moi, je trouve intéressant ce que vous dites, mais il y a 10 ans déjà, c'était ça. Encore une fois, c'est des gens qui ont aujourd'hui 38 ans, qu'on avait 28, qui posent des questions. Oui. Et avant, on les posait qu'au RH. Maintenant, le manager est devenu un RH aussi, beaucoup plus. Et donc, il faut accepter d'avoir des questions et c'est OK avec la réponse. C'est-à-dire que la question n'engage pas une revendication forcément toujours. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a en 2002, c'est ça, de mémoire. Je ne sais pas de quoi vous allez parler. Les RTT sont arrivés. Bon, parce qu'on pourrait parler des équilibres de vie et ce sujet des RTT. On en parlait tous les jours, combien il y en a, etc. Aujourd'hui, la question est à peine posée. Donc, il y a un déplacement des sujets vers les équilibres de vie, etc. Je voudrais juste revenir sur un sujet, vous avez dit, on n'y arrivera pas. Moi, je crois que les femmes et les hommes qui sont talentueux, on n'y arrivera pas à l'égalité, à la parité. Vous avez dit ça va être difficile. Non, Arnaud, c'est plutôt le genre à vouloir y aller. Vous y êtes arrivé, mais vous dites ça sera difficile. On y va avec si tout le monde. Voilà, si on est seul. Je voudrais juste partager l'idée que, en fait, si. Parce que les femmes talentueuses, elles sont dans les entreprises. Moi, j'ai pris ce pari depuis 30 ans. Les gens talentueux sont dans l'entreprise. On passe plus de temps à compter dans la CSRD ou ailleurs le taux de turnover qu'on a, le taux de démission qu'on a. Nous, on les retrouve en management de transition. Il y a des femmes dirigeantes qui quittent leur entreprise alors qu'elles auraient pu y rester. Mais simplement, à un moment donné, elles en ont eu assez. Ou elles n'ont pas osé, on ne les a pas vues. Christine Lagarde dit souvent, en fait, les femmes sont là en finance, mais vous ne les voyez pas.
Et les femmes n'osent pas non plus. Donc nous, on les retrouve. Il y a toutes celles qui se posent la question parce qu'elles font de la communication, de la RSE ou des RH, pardon, j'en ai fait 30 ans, donc je connais notre filière. Qu'est-ce qu'on fait après? Je vais donc m'en aller parce que dans l'entreprise, j'ai rien. Donc pour moi, le sujet, il est en interne beaucoup dans toutes les politiques qu'on peut réinventer aujourd'hui. Voilà, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a peut-être maintenant la nécessité de réinventer la façon de le faire. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour réinventer tout. On va tout changer, c'est la révolution. Enfin, chez Ariane, on va y aller mollo, je pense. Alors, évidemment, c'était la quadrature du cercle, si je puis dire, puisque si vous aviez un vivier plus dense, vous pourriez recruter plus de femmes, évidemment, comme ingénieurs, et vous seriez les premiers, je pense, à en être heureux. Et pour autant, on attend de vous quand même des actions, un mouvement, en tout cas, sur ce sujet-là. Absolument, et on s'y attelle, mais juste pour compléter ce qu'on vient de dire, donc nous, chez Ariane, on recrute à peu près 20% de femmes et on voudrait en recruter beaucoup plus. Bah donc, oui. effectivement, c'est le problème du vivier, où est-ce qu'on peut recruter. Et on parle beaucoup des ingénieurs, mais on voudrait aussi avoir plus de femmes à la production parmi l'école bleue. Et ça, c'est le deuxième défi. Parce qu'on a tendance à parler des ingénieurs, des Bac plus 4, Bac plus 5 et autres. Mais la question, c'est aussi comment est-ce qu'on peut rendre les métiers de production intéressants aussi pour les femmes. Donc, c'est le deuxième enjeu et pas des moindres, je dirais, parce que là encore, parfois, certaines communications, enfin c'est pas les mêmes communications, c'est pas les Mais mêmes ça concerne tous les niveaux, hein, c'est ce que vous ça voulez concerne dire. tous les niveaux. Bien sûr. Et par contre, pour revenir à votre question, et donc quand on s'active et on le fait, on a 400 ambassadeurs qui travaillent dans les écoles, avec les écoles. C'est pas uniquement les grandes écoles, mais ça commence finalement dès la maternelle, Bien sûr. primaire, vraiment pour donner aussi envie. Personnellement, je pense tout ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux, juste en montrant aussi des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, qui montrent quels sont les attraits des postes qu'il faut avoir. Ça, c'est une autre contribution. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans un travail avec l'environnement au niveau des sites où on est basé pour travailler avec l'environnement, les ambassadeurs et ambassadrices qui travaillent dans les écoles. Donc on a tout un tas d'activités pour justement promouvoir ça. Mais Émilie, c'est le temps long en fait, hein. C'est ça le problème, c'est que quand on décide on veut plus de femmes parmi les ingénieurs, l'échéance c'est 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce sera en septembre à la rentrée, quoi. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les femmes, elles sont là en entreprise. Alors peut-être nous, un peu moins que dans la banque, etc. Mais il y a un vrai sujet de revoir l'identification de nos potentiels. Alors, potentiels femmes, mais pas que, hein, les hommes aussi. L'idée, c'est pas non plus d'en privilégier. C'est l'identification, c'est les accompagner, c'est les identifier celles qui vont pas oser, qui vont rester dans leur job 5, 6 ans et d'aller les chercher et de leur proposer des programmes d'accélération de développement pour développer leur leadership. Et puis, effectivement, en amont, l'éducation. Alors nous, on a, avec la 3D Experience EDU, on a 40 000 partenariats avec des écoles. On a 8 millions d'étudiants qui utilisent dans le monde, qui utilisent nos solutions. Et puis, on va aller chercher les collégiennes. On va les faire venir chez Dassault Systèmes pour leur montrer tout l'attrait des sciences fondamentales, du métier d'ingénieur. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent savoir ce qu'est un ingénieur au même titre qu'un médecin. Moi, j'ai échangé avec des jeunes collégiennes qui ne savaient pas ce qu'était que le métier d'ingénieur. Donc, il faut vraiment leur montrer que ces métiers, ils vont pouvoir s'orienter vers justement des sujets de transformation, que ce soit au niveau environnemental ou sociétal, qui vont pouvoir travailler sur la médecine de précision demain, sur la protection des océans, de la biodiversité, l'industrie du futur. Voilà. Donc, il y a vraiment tout. C'est un travail long, effectivement. Mais dans ce numéro consacré, je crois que c'est Aurore Berger qui témoigne et qui dit les questions qu'on pose aux jeunes filles dès la maternelle sont parfois, quand on fait du français, on interrogera volontiers une jeune fille, et quand on sera sur un sujet plus scientifique, on interrogera un garçon. Mais ça a été montré qu'il y avait un décrochage dès le CE1. Dès le CE1, il y a un écart
au niveau des mathématiques, entre les petites filles et les petits garçons, il y a... Quel est le taux de féminisation des instituts dont je respecte profondément C'est beaucoup. Là, Non, mais je dis ça pas parce que finalement, les biais. On a parlé d'IA tout à l'heure. C'est de votre faute, est-ce que vous êtes en train de dire, interrogez ChatGPT, vous posez la question en disant c'est un homme qui va prendre un congé paternité, un congé retour naissance. Comment il demande à son entreprise? Vous posez la même question en disant c'est une femme, vous n'avez pas la même réponse. Donc est-ce que les instituts genrés aussi peuvent interroger par leur propre biais les filles sur des sujets qui ne sont pas des sujets d'hommes? Ouais. Et puis, comme on m'a dit récemment, les instituteurs masculins, en fait, n'inspirent pas autant de confiance aux parents. Ah bon? Bah, Arnaud? Vous dites quelque chose? J'écoute, Je réfléchis. Arnaud, une question. Vous n'avez pas rebondi quand je vous ai parlé de ce que vous m'avez dit sur l'évaluation des managers. Parce que le manager, je crois que c'est un sujet clé. Hein. Le manager a un rôle clé. Parce que le top peut décider, on va inclure, on va faire de la diversité. Si le manager, concrètement, au niveau du... massifier le recrutement. Donc, on va... Nous, chez Assosystem, on a un engagement toujours sur cette question de parité. On a un engagement de féminisation au niveau des managers, parce que c'est eux qui vont massifier, qui vont recruter, et donc voilà, on va compter sur eux aussi pour pouvoir recruter encore plus de femmes. Mais j'ai répondu à votre place. Vous avez le droit de parler, Arnaud, hein, je vous rassure. Arnaud, non, juste... non, mais parce que c'est vous qui le dites dans ces pages, hein, donc si vous le dites dans l'hémicycle, c'est que ça doit être vrai, a priori. Non, mais c'est l'évaluation des managers et toute la vision que vous portez sur le management et l'organisation, elle passe par là aussi, c'est l'évaluation du travail des collaborateurs. Oui, bien sûr. Je pense que le sujet qu'on est en train de toucher, là, c'est comment est-ce qu'on arrive à décliner ces indicateurs que nous, on suit au niveau de notre COMEX, partout dans l'organisation. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les recruteurs, nous, on est dans des business où les RH sont en support des recrutements, mais c'est avant tout les associés, les managers qui recrutent. Et donc, on a beaucoup fait évoluer leur rôle en les formant justement sur ces sujets pour éviter les biais de recrutement. Et globalement, si un indicateur environnemental, sociétal est un indicateur pertinent pour nous au niveau du COMEX, il faut qu'on arrive à le décliner dans l'évaluation de l'ensemble de nos équipes. Toutes nos équipes sont effectivement incentivées sur ces sujets, du patron d'un métier à un patron d'un bureau. Donc, tout doit se décliner. C'est vrai qu'une des premières choses qu'on a faites quand on est devenu société à mission, qu'on a écrit notre raison d'être et qu'on a fixé nos objectifs de mission, c'était de revoir pas mal de process RH, dont l'évaluation des collaborateurs. C'est de la conduite du changement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la parité, elle impose de faire un pas de côté. Dans la banque, vous disiez c'est très féminin, ça veut dire qu'il faut veiller à maintenir cette parité en réalité. Oui, effectivement, il faut veiller à la maintenir dans les deux sens. Voilà. Et les managers aussi sont engagés évidemment au niveau opérationnel, au niveau du terrain, c'est ça qui... Oui, ça ressemble à ce que vous avez dit. Hein. On accompagne aussi nos managers sur le recrutement, sur l'accompagnement aussi de leurs équipes au quotidien et de comment elles peuvent changer aussi dans leur mentalité, les biais cognitifs, ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment vis-à-vis des hommes, encore une fois, parce que la parentalité ne concerne pas que les femmes. Bien sûr. Je tiens à le dire. Et ça surprend d'autant plus quand c'est un collaborateur masculin qui va poser des questions sur passer à temps partiel, accompagner ses enfants à l'école ou aux sorties d'école. Et je trouve qu'on a aussi, nous, un rôle à jouer, une pédagogie en la matière. Alors, pardon, justement, le congé de naissance qui sera un projet de loi qui sera déposé visait à augmenter l'indemnisation, le plafond, ce qui permettait de changer la relation. Forcément, c'est la femme qui s'arrête. Là, il est possible que l'homme s'arrête. Donc voilà, c'est rééquilibrer un peu la relation. On verra ce que ça donne, hein, puisque évidemment, dans les métiers. Chez Ariane, évidemment, est-ce qu'il y a une trajectoire? Est-ce qu'il y a des ambitions? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont édictés? Est-ce qu'il y a une pression qui est mise sur ces managers? Parce qu'évidemment, c'est des injonctions contradictoires. Il n'y a pas le sourcing, mais pour autant, il faut y aller, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en coûte. Pression, bon, j'aime pas trop le mot parce que je pense justement il faut avoir... Enfin, moi je dis toujours, le jour où on n'en parlera plus, c'est qu'on aurait vraiment... on aurait réussi. Donc, et c'est vrai que quand on parle... Souvent, je m'adresse aux hommes quand je parle de la diversité, bizarrement, parce que dans le groupe, il n'y a pas de femmes. Donc, la question, c'est aussi qu'est-ce que ça m'apporte, comment est-ce que ça me donne envie aussi à moi d'y aller. Donc c'est les deux.
C'est un peu de pression Gentil, par rapport aux douce, une pression douce. par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés en termes de représentation des femmes à un certain niveau. Et on a réussi à tripler le nombre de femmes au niveau comité exécutif. Mais ça ne veut pas dire pour autant que on est parfait, loin de là, quand je parle des cadres dirigeants. Et après, c'est l'accompagnement aussi. C'est d'abord, on a fait pas mal de formations aussi sur ce qu'on appelle le unconscious bias. Donc vraiment l'idée de voir pourquoi est-ce que j'ai réagi d'une telle manière. Parce qu'on a tous les stéréotypes dans la tête. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc c'est développement, un peu de pression, encouragement et encadrement. Donc voilà, c'est un tout. On vous suit de près de toute façon. Chez Dassault, c'est des rôles modèles. Pardon, à chaque fois vous me le reprenez. Chez Dassault Systèmes, ça n'a rien à voir. Il y a les avions et il y a les logiciels. Voilà, c'est ça. Comment dirais-je? Chez Dassault Systèmes, c'est l'ambition, c'est comme dans toutes les entreprises, c'est de faire monter, d'avoir des rôles modèles. En fait, c'est ça aussi. On me parle souvent de rôles modèles, d'icônes pour pouvoir aspirer des nouvelles générations. Oui. Alors effectivement, il y a cette histoire de rôle modèle. On a des rôles modèles en interne, on les fait intervenir. On fait également intervenir des rôles modèles de l'extérieur. Bien sûr. Mais je reviens quand même, pour moi, je reviens quand même aussi sur ces histoires de middle management où c'est elles qui vont aussi agir dans l'entreprise. Donc il faut vraiment cet équilibre entre des rôles modèles et puis cette féminisation du middle management. Le modèle du quotidien, en fait. Exactement, tout à fait. Dominique, on arrive à la fin de l'émission. Comme je sais que vous n'êtes pas avare en commentaires et en expertise, un petit point sur tout ce qui a été dit. Est-ce qu'on est sur le bon chemin déjà? Non. Vous savez pourquoi on n'est pas sur le bon chemin? Parce que si on se le dit, il reste 2 ans. On ne va pas accélérer. Moi, ce que j'ai observé avec le temps, c'est que finalement, d'abord, on a mis en place des réglementations, donc c'est super. On parle du collectif, il faut mettre des femmes dans les viviers, donc ça va démarrer en 3e. Enfin, ça parle aussi de nous, les mamans. Qu'est-ce qu'on dit à nos filles? Qu'est-ce que disent nos grands-parents? Moi, je me souviens, j'ai un frère et mon grand-père me disait à mon frère, tu vas faire Polytechnique, et moi, il me disait rien. Bon, c'est drôle. D'ailleurs, je n'ai pas fait Polytechnique. Mais on n'a plus le temps. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe dans ce qu'on se dit, d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de sujets. C'est très hétérogène, les sujets. Il y a la gouvernance et l'incarnation de l'exemplarité de ce qu'on peut faire et de l'audace. On n'a pas parlé de l'audace des femmes. Or, quand on est de l'autre côté, quand on fait le métier RH aussi, ou quand on est manager, on oublie qu'on a besoin de garder les talents, hommes ou femmes, dans l'entreprise, et bien souvent, les gens ont peur et ne demandent pas. Or, la question, ce n'est pas de demander, c'est d'être OK avec la réponse. Donc, si je veux devenir directrice générale, alors je le dis. Je veux ta place. Mais après, il y a un chemin peut-être. Et donc ce chemin, aujourd'hui, il faut mettre de l'argent, il faut investir dans ce chemin, c'est-à-dire pour accélérer, il faut se faire aider, il faut avoir quelqu'un avec soi pour le faire. Quand on a sorti le guide, et je m'arrête, promis. Quand on a sorti le guide sur la promotion des femmes à l'ère la Loire-Exxon le 5 juin, il y avait des tips, j'ai fait avec des étudiantes étrangères qui ont revisité une loi française qui est assez extraordinaire. Eh bien, il y a 2 tips pour rejoindre les objectifs des managers. 1, mettre dans les descriptions de fonctions, en fait, qu'une compétence devient promouvoir les femmes. C'est une compétence de tout manager, attendu. Ça, c'est important. Et le deuxième tips, on n'en a pas parlé, c'est que quoi qu'on en pense, et c'est merveilleux, les femmes font les enfants. Donc, elles vont s'absenter. Et une des questions majeures, moi, je trouve, alors ce sera abordé après sur le congé de naissance, c'est comment on gère cette absence. Et donc, comment on bloque les postes pour que les trains, avant, il fallait attendre les trains, on n'avait pas le temps. Maintenant, il faut que les postes attendent les femmes. Gestion de la parentalité en entreprise et des nouveaux modèles familiaux. Je vous donne rendez-vous à 17h15 avec nos experts. Donc, on aura quand même plein de choses à dire. Et puis, Aurore Berger. Merci beaucoup. Évidemment, on n'avait pas le temps de tout dire, mais je crois qu'on a dit quand même pas mal de choses. Merci à tous. Allez, à tous. Et on enchaîne avec la table ronde suivante consacrée au même thème. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.